Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette conférence sur le temps consacrée à la conception védique du temps. En fait, c'est plus même conception védique et post-védique du temps. Donc, je vais d'abord commencer par une petite partie introductive. C'est un préliminaire anthropologique en fait sur la notion de temps. Donc, dans toutes les cultures, la notion de temps est toujours problématique, énigmatique, et toujours difficile à appréhender. Du temps éternel, immuable, au temps de l'expérience physique, perpétuellement en mouvement, le temps demeure toujours un mystère. Chaque civilisation repose sur une conception particulière du temps, qui prend racine dans les mythes des origines, y compris les sociétés modernes, dites modernes, où on est censé ne plus avoir de mythes. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans ces mythes, le temps est le garant de l'ordre cosmique. Il fait ensuite l'objet de spéculations pour façonner des outils culturels fiables. Il s'agit alors d'accorder l'ordre naturel avec l'ordre cosmique. Alors, des outils en mesure d'effectuer son calcul et de rendre compte de la régularité des événements, passés et futurs, sont créés. C'est pourquoi le temps est le fondement des obligations morales, des lois, des rites collectifs et des rites individuels de passage. Il est le ciment culturel d'une civilisation. Donc, concernant le temps védique, comprendre sa conception, depuis ses origines jusqu'à nos jours, revient à s'interroger sur sa validité en tant que paradigme pour les temps présents. Alors, dans la culture védique, Kala, c'est le mot pour désigner le temps, est aussi synonyme de mort. C'est pourquoi il est souvent l'un des noms de Yama, le dieu de la mort. La signification des racines mantriques qui forment le mot, alors il y a Ka, ensuite le Alon, A, et La. Ka, c'est l'inconscient primordial. Le Alon, l'absolu en expansion, en tant qu'essence, en tant qu'espace du soi supérieur. Et le La, c'est la semence mantrique de la terre. Donc si on fait la synthèse de ces trois bijakshara, le mot Kala exprime l'expansion du soi depuis les origines jusqu'à la finalité de la création, du temps avant le temps jusqu'au temps dans la matière. Il y a une continuité. Alors, les mythes de la création du Rig Veda se font l'écho de cette dualité et de cette continuité. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Ces mythes sont souvent difficiles à comprendre et font l'objet de nombreuses interprétations. Alors c'est vrai pour nous qui n'avons pas forcément une grande proximité avec cette culture, mais c'était vrai aussi pour les premiers commentateurs de ces textes. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand nous aurons fini de survoler ou de voir ce mythe de la création et ce mythe du temps dans le Rig Veda, nous verrons les différents courants philosophiques, comment les différents courants philosophiques post-védiques ont spéculé sur cette notion de temps et comment ils l'ont adaptée. Donc le mythe du temps dans le Rig Veda. Alors on voit les principaux protagonistes. Donc on a Tvashta, c'est le père du temps, mais c'est également le père de la vie. On a les Ribus, qui sont les dieux, enfin qui sont des hommes qui vont accéder à l'immortalité à la demande des dieux. Ils doivent diviser le temps et en échange, ils auront droit à l'immortalité. Et puis, il y a les Ashvin, qui sont les maîtres du temps et les médecins célestes. Alors, je vais vous raconter toute cette histoire. Donc, on a d'abord Aditi et Daksha, qui sont la mère et le père primordiaux. Alors, ils n'ont pas un rôle fondamental dans le Rig Veda, ils apparaissent pas très souvent, mais ils apparaissent en fait en tant que dieux primordiaux, le père et la mère des dieux. Donc Aditi, alors ils sont créés par Brahman, le soi primordial, hein, et il est le Purusha ou la conscience universelle.
Aditi, c'est la mère primordiale. Elle est la personnification de Jyoti, la pure lumière. Daksha est le principe masculin. Il est pur tamas, obscurité et inertie. Lorsque Aditi et Daksha s'unissent, ils composent, donc c'est leur union qui compose un être multiforme qui va être l'agent actif de la création. Cet être va prendre des noms différents selon son rôle et ses attributions. Donc, en tant qu'architecte de l'univers, il est désigné par le nom de Vishvakarma. En tant que père des âmes et des dieux, il est Prajapati. Et Tvashta, c'est le nom qui lui est donné en tant que créateur du temps, de la vie et de la génération. Il y a plus de 80 occurrences de Tvashta dans le Rig Veda. Tvashta, c'est le charpentier divin. Il possède une hache de fer avec laquelle il façonne la coupe dans laquelle les dieux boivent le nectar d'immortalité, l'amrita. Cette coupe représente le temps éternel. Il est dit qu'elle a été fabriquée à partir de la lumière primordiale. Au moment de cette fabrication, la création du monde n'a pas encore eu lieu. Elle va intervenir plus tard quand le temps sera divisé. Les vers 9 et 10 de l'hymne 53 du 10e mandala du Rig Veda évoquent la création du temps par Tvashta, à partir de l'immortalité absolue. Alors je cite, Tvashta connaît les arts de la fabrication des récipients à boire, le plus habile des artisans, portant les coupes sacrées dans lesquelles les dieux boivent. En vérité, il affûte sa hache de bon métal, avec laquelle le Brahmanaspati au teint blanc les coupe. Le vers suivant, en vérité, étant des sages, les ribous, affûtez les instruments avec lesquels vous fabriquez les coupes pour le nectar. Vous qui êtes sages, préparez les chemins mystérieux par lesquels les dieux ont atteint l'immortalité. Donc vous voyez, quand on lit les vers du Rig Veda, on voit tout de suite il y a une opacité. On ne rentre pas dans la signification du mythe aussi facilement. Il a fallu vraiment que je recoupe des informations, plusieurs types de commentaires, pour arriver à une lisibilité du mythe. Alors, il y a de nombreux passages où la création du temps est évoquée dans le Rig Veda. Tvashta, il y est toujours associé aux ribous. Alors, les ribous, ce sont trois êtres humains, trois frères, qui parvinrent à l'immortalité en réalisant le souhait des dieux de diviser le temps. Vous voyez ici. Alors, l'hymne 161 du premier mandala décrit avec précision cet épisode. Ils scindèrent la coupe en 4. Agni vint les visiter et leur dit « Faites quadrupler la seule louche, ainsi les dieux vous commandent, et c'est dans ce but que je suis venu, fils de Sudanvan. Si vous accomplissez cela, vous aurez droit à des sacrifices avec les dieux. » Le vers suivant. Alors dirent-ils, en réponse à Agni, le messager des dieux, quoi qu'il y ait à faire, qu'il s'agisse de faire un cheval, ou un char, ou une vache, ou les deux, alors entre parenthèses les vieux parents, doivent être rendus jeunes après avoir fait tous ces actes. Frère Agni, nous sommes alors prêts à faire ce que vous désirez être fait. Alors les vieux parents, les deux vieux parents, ce sont le soleil et la lune. La vache est également une métaphore pour la lune, parce qu'elle donne du soma, l'élixir de vie, comme la vache donne du lait. Le char est souvent évoqué dans le Rig Veda en rapport au temps. En fait, il est construit par les ribous. Il a 3 roues qui représentent les 3 coupes, les 3 divisions du temps, passé, présent et futur. La 4e restant la coupe originelle de l'immortalité. Alors, je cite le vers suivant. Ainsi faisant, Ribou, vous avez demandé, où en effet est celui qui est venu vers nous en tant que messager? Lorsque Tvashta observa qu'une seule louche était devenue 4, il fut immédiatement caché parmi les femmes. Alors dans son commentaire, le célèbre commentateur de l'école Mimamsa du XIVe siècle, Sayana,
donc son commentaire qui s'appelle Rigveda Bhāsya, qui a servi en fait de repère et de référence dans la compréhension du Rig Veda, nous dit Tvashta en fait a été terrassé par la honte d'avoir scindé le temps, et donc cela le poussa à se cacher chez les femmes car elles sont de rang inférieur, ce qui prouve sa culpabilité et sa grande faiblesse. Alors bien sûr, évidemment, cette interprétation est erronée, mais elle perdurera jusqu'à nos jours. En fait, Vashta n'éprouve aucune honte puisqu'il réalise la volonté des dieux en demandant au Ribu de diviser le temps. Il se cache parmi les femmes car après avoir créé le temps, il est dit qu'il créa la vie. On dit également qu'il réside dans l'utérus de toutes les espèces animales et qu'il est responsable du processus de génération. Donc une fois qu'il avait résolu, qu'il avait accompli sa mission de demander au Ribu de scinder le temps, il s'est réfugié dans l'utérus des femmes. D'ailleurs, l'hymne 33 du 4e mandala confirme cela. Je cite, « Les hommes, entre parenthèses les ribous, disaient la vérité car ils fabriquaient de telles louches et alors les ribous participaient à cette libation. » Donc ils accèdent à l'immortalité. Tvashta, voyant les 4 louches brillantes comme le jour, était content. Donc là, ce n'est pas une attitude de quelqu'un qui a honte et qui se cache. Par ailleurs, l'hymne 33, donc, que je viens de citer, dans sa suite, donne également des précisions sur le char. Et là, c'est très intéressant. Puissent ces ribous qui ont construit le char à roues conductrices, qui a formé la vache multiforme à toute impulsion, ceux qui sont les dispensateurs de nourriture, les faiseurs de grandes actions, et les mains habiles fabriquent nos richesses. C'est un vers vraiment extraordinaire tant il y a de niveaux de lecture et il donne vraiment toutes les indications sur ce que c'est le temps. Alors, je vais expliciter une partie. Donc, la vache multiforme représente la Lune et ses différentes phases. On voit apparaître un thème essentiel résultant de la division du temps, l'idée d'une régulation du temps. Cette fonction est attribuée aux Ashvin, les chevaux divins qui tirent le char. Donc le vers suivant, puissent ces ribous qui ont gratifié les chevaux d'Indra, les Ashvin, par des louanges pieuses, qui ont construit pour Indra ces 2 chevaux dociles, nous accorder la satiété des richesses et la richesse du bétail, comme ceux qui conçoivent la prospérité pour un ami. Donc en tant que maîtres du temps qui passe, les Ashvin sont les garants de l'ordre et de la prospérité. L'ordre concerne naturellement le cycle des saisons. D'ailleurs, le mot pour désigner la saison est ritu. Et il est à rapprocher de la notion ritam, la succession inévitable mais régulière et spontanée du temps. C'est d'où l'idée en fait que la création est ordonnée, elle n'est pas chaotique. Comme nous venons de le voir, dans le Rig Veda, il existe 2 types de temps. Un temps éternel, symbole d'immortalité, et un temps physique, transitoire et changeant. Il n'y a pas de discontinuité entre l'ordre cosmique et l'ordre naturel. Nous pouvons même trouver une première tentative spéculative à cette division du temps à travers les notions de Satyam et de Ritam. L'hymne 190 du Rig Veda, du 10e mandala du Rig Veda, nous dit « La vérité, Ritam, et la véracité, Satyam, sont nées d'une pénitence ardue. De là a été engendrée la nuit, de là aussi l'océan de nectar. » Donc Satyam et Ritam sont les manifestations du Créateur. Ils constituent à eux seuls la création entière. Le mot Satyam vient de la racine être ou exister. Satya est l'être, la qualité de l'existence, l'état ou la condition de réalité. Il est venu à signifier vérité. Ritam peut donc signifier la toute-puissance du divin réalisant son dessein dans le cosmos. C'est l'aspect dynamique de la vérité. Ritam constitue la régularité cosmique des lois ontologiques et naturelles. Dans les Upanishads, ces 2 notions constituent le fondement de notre expérience phénoménologique.
Le monde physique émane de Satyam, et les lois qui régissent cette réalité découlent toutes de Ritam. Voilà. Donc, pour ce qui est de la conception védique du temps, donc celle qu'on peut retrouver dans le Rig Veda. Alors, j'aurais pu également parler de la conception du temps. Il y a un fameux mythe qui est souvent cité dans l'Atharva Veda, mais il ne concerne que le mythe, que le temps en tant que temps physique, donc divisé en trois avec le passé, présent, futur, mais il n'y a pas ce lien entre le temps de l'origine, le temps éternel et le temps physique. Donc j'ai privilégié plus le Rig Veda. Donc voyons à présent comment les darshanas, donc les différents courants de la philosophie de l'Inde, ont intégré ces mythes. Donc je vais vous présenter d'abord les différents courants de la philosophie. Donc ça s'appelle les Saddarshana, les systèmes orthodoxes de la pensée indienne. Donc il y a d'autres systèmes de pensée dans la philosophie indienne, comme la pensée bouddhiste ou Jain, mais ils ne reconnaissent pas l'autorité des Védas. On appelle ces systèmes hétérodoxes. Les 6 darshanas, les 6 points de vue orthodoxes, sont ceux qui reconnaissent l'autorité des Védas. Alors, il y en a 6 principaux qui vont par paire. On a le Sankhya et le Yoga, le Nyaya et le Vaisheshika, le Mimamsa et le Vedanta. En général, hein, le premier de la paire est une discipline plus théorique, et le second est souvent une application pratique de la théorie. C'est pour ça qu'ils vont par paire. Et puis il y a un dernier qui lui interagit avec tous les autres, qui est le Tantragama. Donc on verra plus tard, à la fin de l'exposé, de quoi il retourne. Alors juste pour dire une petite présentation, je vais peut-être agrandir l'image pour qu'on voit mieux ce qui est écrit. Voilà. Donc le Sankhya, c'est la philosophie dualiste de Kapila et d'Ishvara Krishna. Donc ça date. Kapila, c'est un sage qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le yoga, c'est le yoga de Patanjali, qui est aussi issu du Sankhya et donc qui partage cette conception dualiste. On verra tout à l'heure ce que cela signifie. Le Nyaya, c'est la logique et l'épistémologie. Et le Vaisheshika, c'est la théorie atomiste du sage Kanada. Donc, il me semble que c'est autour du 4e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, on a le Mimamsa, qui est la philologie, l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation des textes sacrés. Et le Vedanta, qui est la métaphysique, qui est une école fondée par Adi Shankaracharya, et qui repose sur l'idée de la non-dualité. En fait, il y a une opposition entre Sankhya et Vedanta, mais cette opposition avec le Vedanta, elle s'affirme beaucoup plus contre le Nyaya et le Vaisheshika. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. Et le Tantragama, lui, est présent en tant que courant de pensée. Alors, je ne parle pas du Tantra comme culte, mais le Tantra en tant que spéculation philosophique. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est lié, mais ce n'est pas la même chose. Alors, maintenant, on va voir donc dans la philosophie Sankhya, quelle est la conception du temps. Donc, je vais faire un rapide exposé de cette philosophie du Sankhya. Donc, on a Purusha et Prakriti, donc cette fameuse dualité fondamentale, qui sont deux principes fondamentaux, éternels. Ils n'ont ni début ni fin. Purusha, c'est le témoin. Prakriti, c'est la nature, mais la nature a son état non manifesté. Et elle est gouvernée, ou elle est caractérisée par les 3 gunas, donc Sattva, Raja et Tamas. Quand les gunas sont en équilibre, elle est totalement non manifestée.
Quand les gunas sont en déséquilibre, on appelle ça vikriti et elles se manifestent dans le monde physique. Donc on a d'abord les trois catégories de l'intelligence, hein, l'intellect, l'ego et le mental, les trois catégories de la connaissance plutôt. Et puis on a du mental découlent les 5 organes de connaissance, les 5 facultés d'action ou organes d'action, les 5 objets de perception subtils et les 5 Mahabhuta, les éléments grossiers, donc on connaît bien, hein, éther, air, feu, eau et terre. Voilà, donc ça c'est l'architecture conceptuelle du Sankhya Yoga. Alors, où se situe, quelle est la théorie du temps dans le Sankhya? Déjà, on voit, le temps n'est pas une catégorie. Alors, un tattva, c'est une catégorie, c'est-à-dire une réalité élémentaire de ce qui existe. Le temps, en fait, on voit, il existe à travers l'éternité de Purusha et de Prakriti, mais il n'a pas de statut ontologique. Il n'existe pas en tant que tattva. Mais il existe tout de même 2 temporalités. Alors, il y a le temps éternel, comme je viens de le dire, de Purusha et Prakriti. Ils sont dits akshara, éternels, hein, et il y a le temps de la manifestation. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé, il y a un instant, je vous ai parlé de Prakriti. Quand les gunas sont en déséquilibre, elles se manifestent. Mais en fait, cette manifestation de Prakriti, de la nature, ne se fait que sous l'impulsion de Purusha. C'est-à-dire, Purusha, c'est le témoin, il observe Prakriti, et c'est selon l'analogie ou l'image de la danseuse, tant qu'il y a un spectateur, elle se met en mouvement. Quand le spectateur se retire, elle se retire également. Donc, ce déséquilibre des gunas, en fait, intervient dans le spectacle que Prakriti donne à Purusha. Et cela forme un cycle, en fait, hein, le cycle du temps entre 2 pralayas, c'est-à-dire Purusha regarde Prakriti, elle se manifeste, puis quand Purusha a fini, elle se retire, et c'est le pralaya, la réabsorption du monde manifesté en elle. Donc on a une deuxième conception du temps. On a un temps éternel et un temps qui dure le temps de la manifestation du monde physique ou de la manifestation de Prakriti. Donc est-ce que cette conception du temps est conforme au Veda? Alors oui, d'une certaine manière, on retrouve les 2 temps, hein, le temps éternel et le temps perçu par l'essence. Mais le temps n'a pas de statut ontologique, hein. Il n'est pas une catégorie, il est le fruit d'une relation entre les principes masculins et féminins. Donc on verra tout à l'heure si cela est satisfaisant ou pas. Pour le moment, on en reste sur cette idée. Ensuite, le Nyaya Vaisheshika. Alors, c'est une théorie dite atomiste du temps, hein, qui se rapproche de la théorie atomiste de Démocrite, hein, qui est un présocratique. Alors, la doctrine de base en fait du Nyaya Vaisheshika est la suivante. C'est une pensée métaphysique de la substance. Cette vision du monde repose sur l'expérience sensible. Toutes les choses qui existent, qui peuvent être connues et nommées, sont padartha, c'est-à-dire des catégories. Et parmi ces catégories, la plus importante, c'est dravya, la substance. Et toutes les autres découlent de la substance. Donc on a guna, karma, samanya, vishesha et samavaya. Alors qu'est-ce que c'est cette dravya, cette substance? Donc on a la substance, elle est la première et la principale catégorie.
Et toutes les autres catégories, elle est la seule catégorie qui a une existence indépendante. Elle est le substrat de toutes les autres catégories, et cette notion la rapproche de la notion d'atome de Démocrite. Alors qu'à le temps, c'est l'un des 9 types de substances. On le voit ici. Il est étroitement lié à Samavaya, l'inhérence, le lien de causalité. Toutes les substances sont associées à l'akasha, l'éther, qui est défini comme étant vibhu, une substance étendue et omniprésente. L'akasha est ici. Bon, je passe vite parce que c'est très complexe. Alors ensuite, on a les gunas, donc qui affectent les substances. Et parmi ces gunas, donc il y en a 24. Alors au nombre de 24, qui sont liés au temps, celles qui sont liées au temps sont samyoga, ici en jaune, conjonction ou accompagnement, vibhaga, disjonction. On peut aussi rajouter aparadva, la postériorité. Alors quelle est la conception du temps, du Niyaya et du Vaisheshika? Alors, apparemment, c'est complexe. En tant que substance, il y a une certaine permanence qui est liée à l'akasha. Mais dans la réalité sensible, étant affecté par les gunas, il est changeant et impermanent. Donc là, on retrouve le temps de l'expérience sensible. Cette conception du temps est-elle conforme au Veda? Alors, le temps perçu par les sens et par inférence a bien les mêmes propriétés que le temps changeant du Rig Veda. Mais l'akasha ne suffit pas à rendre compte du caractère immortel du temps originel. Il n'a pas le même statut ontologique, on pourrait dire. Son caractère permanent, éternel, n'est pas suffisamment fondé. Cette conception est trop empiriste. La régularité de l'ordre naturel ne peut reposer que sur la croyance partagée ou le consensus. Et c'est cet argument qui va être objecté par ses détracteurs. Je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin bon, voilà. On va passer à la philosophie suivante, donc dans le Mimamsa Vedanta, donc qui est fondé à l'origine le Vedanta par Adi Shankaracharya. Donc on retrouve les 25 principes du Sankhya, mais totalement remodelés. Donc il supprime déjà le dualisme originel, donc on a Brahma, et puis il y a Maya. Maya, c'est l'ensemble de la manifestation. Seul existe Brahma. Et à travers les gunas, qui deviennent des catégories, on a le sattva, raja et tamas, toutes les autres catégories sont créées. Donc, et tout ça à travers les cinq éléments fondamentaux. Alors, le temps dans tout ça, il est où? Alors, on sait que dans le Vedanta, seul existe Brahma. On dit que Brahma, c'est Nirguna Brahma, le Brahma sans qualité. Il est sans début ni fin, il est le temps éternel. Et la temporalité du monde physique, elle est dans la Maya. Mais il n'y a pas de transition en fait entre Brahma et Maya. On est tout de suite dans la Maya et il n'y a pas de lien ontologique en fait qui fait la transition. Donc le temps du monde physique est lui-même entaché d'illusions. C'est-à-dire que rechercher une régularité ou un ordre naturel dans le monde sensible, selon le Vedanta, en tout cas sous cette forme-là, serait totalement illusoire. Alors on trouve tout de même une première tentative pour concevoir un temps phénoménal à partir des gunas, puisque à Sattva va être attribué le passé, à Raja le présent, et le Tamas c'est l'avenir. Mais c'est encore un balbutiement, c'est-à-dire que comme Maya est vraiment l'illusion totale, il est difficile en fait de faire un lien entre ce temps éternel de Brahma
et le temps de la manifestation physique. Donc l'idée de régularité, l'idée d'ordre naturel fondé sur les lois cosmiques est problématique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des courants dans le Vedanta qui vont trouver des solutions à ce problème. D'ailleurs, on verra que le Tantragama, en tant que courant du Vedanta, trouvera les solutions. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc, voilà, cette conception du temps n'est pas totalement donc conforme au mythe du temps védique. Le Vedanta donc restaure l'idée d'éternité, mais par rapport au Nyaya Vaisheshika, mais sans établir de lien ontologique avec le temps phénoménal. Ce faisant, il condamne le temps physique à n'être qu'illusion, éphémère et perpétuellement changeant, c'est-à-dire sans ordre préétabli. Donc on va voir maintenant le temps selon le Tantra, enfin le Tantragama plutôt. Alors pour le moment, je vous montre l'ensemble. Voilà. Je vais peut-être mettre en plein écran, ça sera plus visible. Voilà, et puis après je zoomerai pour qu'on voit un peu mieux chaque partie. Alors dans le Tantragama, donc en tant que philosophie et non pas en tant que culte, hein, c'est une théorie énergétique, vibratoire du temps. Le Tantragama, en fait, opère une grande synthèse de tous les courants que nous avons vus précédemment. Il résout les limites de chaque système en les intégrant dans une architecture spéculative complexe. Alors le système qu'on voit ici, c'est le fait d'intellectuels védantins, mais qui acceptent les principes masculins et féminins, donc qui ont réformé en fait les 25 principes qu'on voyait juste avant. Alors, cette conception du temps est-elle conforme au mythe védique? Alors, on voit que le temps, ici, alors je vais l'agrandir, ce sera plus visible. Voilà. Donc on a Shiva et Shakti qui sont les principes masculins et féminins. De leur union, on a les éléments qui vont permettre la création. Bon, là, on est au niveau des éléments purs, puis il y a des éléments mixtes, et là, les éléments impurs. Les éléments impurs, ce sont les 25 tattvas, enfin 24 tattvas de la philosophie Sankhya ou du Vedanta. Et on a Purusha qui vient se rajouter, et qui est dans les catégories pures-impures. Au milieu, donc là, on a un système en fait qui fait le lien entre le monde physique de Prakriti et le monde pur des divinités créatrices. Et c'est Maya Shakti. Donc là, c'est intéressant. On a un système qui est plus complexe et qui permet de faire le lien entre ordre cosmique et ordre physique, ordre naturel. Et le temps se situe à la jonction de ces deux ordres. Et il a le statut de catégorie. Donc ça, c'est un grand progrès hein, qui n'avait pas été réalisé par les systèmes philosophiques précédents. Et si on fait on assemble en fait les différentes catégories, les différents tattvas qui sont reliés directement à Shakti, donc ce sont ces pouvoirs. Hein. On a donc Kala le temps, Niyati le destin, Kala la manifestation partielle, Vidya la nescience, la connaissance illusoire, Raga le pouvoir de sélection et Purusha l'âme individuelle ou le principe masculin. On obtient Kala Purusha le plan objectif du devenir et qui est responsable de la création, Shrishti, de l'évolution en permanence, Shtiti, et du pralaya, c'est-à-dire la dissolution ou réabsorption. Donc on retrouve, à travers ce concept de Kalapurusha, le passé, le présent et l'avenir. Et il est au-delà du monde physique, il est à la jonction en fait entre l'ordre cosmique et l'ordre physique, l'ordre naturel. Et
on arrive en fait à un système assez équilibré et qui rend compte en fait qui en tant que spéculation est assez proche, même très proche, du mythe védique du temps tel qu'il est exposé dans le Rig Veda. On retrouve l'union des principes masculins et féminins comme étant à l'origine de la création comment dire, éternel. Donc, de cette union, on atteint Mahabindu, qui est l'équivalent de Nirguna Brahma, hein, donc c'est le temps éternel. C'est par cette union, en fait, que Shiva Shakti accède à l'immortalité. Et puis, c'est par cette union qu'il crée aussi Maya Shakti. Et donc, de laquelle la création va découler. Donc on obtient également une division du temps de la manifestation, hein, selon les tattvas, et tel qu'il rend compte du lien transcendantal entre les deux types de temporalité, à travers Kalapurusha. Donc en tant que Shuddha Ashuddha, hein, en tant que élément pur et impur, Kalapurusha est au-delà de la manifestation tout en étant relié à la Maya. Et cette position est à rapprocher donc d'une conception assez proche en fait du Rig Veda. D'un point de vue spéculatif, cette conception du temps garantit une certaine cohésion entre ordre cosmique et ordre naturel. Il permet de fonder la régularité et la prédictibilité. Voilà, donc ça c'était l'exposé assez rapide hein, de la conception philosophique du temps. Donc je vais conclure. Donc l'approche védique du temps n'est pas spéculative mais mythologique. Hein. Le Rig Veda accepte deux conceptions du temps, un temps absolu et un temps relatif. Le premier est synonyme d'immortalité, le second est construit à partir du premier. Le mythe consiste à comprendre la relation entre les deux. Tous les darshanas, donc les systèmes philosophiques, prennent en compte ces deux conceptions du temps, selon leur propre modalité. Le Sankhya conçoit un temps transcendantal, le Nyaya et le Vaisheshika un temps phénoménal, hein, on ne peut percevoir que par l'essence ou par inférence. Le Vedanta opère une première synthèse et le Tantragama l'achève. La spéculation tantrique conduit à une théorie du temps plus proche du mythe védique. Cet édifice conceptuel, à travers la notion de Kalapurusha, a permis à la civilisation post-védique de construire des outils culturels nécessaires à une véritable science du temps, telle que le Jyotisha. Ces concepts ont ensuite migré dans tous les champs du savoir, tels que l'Ayurveda et le Vastu. Ils fondèrent également une base solide aux croyances populaires et aux différents cultes. La théorie de la métempsychose, hein, donc de la réincarnation, la loi du karma, les rites funéraires et les rites de passage, et j'en passe. Voilà, donc ainsi s'achève cette conférence sur le temps. Alors, il me reste quelques minutes, donc je suis content parce que je vais pouvoir vous faire écouter le mythe de la création du temps récité par des brahmanes. किमश्रेष्ठः किञ्जविष्ठो न आजगन् किमीयते दोत्या अङ्कद्यदोचिमा न निन्दिमचमसंयो महाकुलोऽग्ने भ्रातर्दृढ इद्भूतिमोदिमा एकञ्चमसञ्चतुरः कृणोत न तद्वो देवा अब्रुवन्तद्व आगमम् सौधन्वनायद्येवा करिष्यथ साकम् देवैर्यज्ञिजासो भविष्यथ अग्निन्दोतम् प्रति यदब्रवीतदाश्वः कर्त्वो रथ उतेह कर्त्वाः
धेनुः कर्त्वा आजुवशा कर्त्वा द्वातानि भ्रातरनुवः कृत्व्येमसि चकृवां सर्ववस्तदपृच्छत क्वेदभूद्यस्य दूतो न आजगन् यदा वाक्यच्चमसाञ्चतुरः कृतानादित्वष्टाग्नास्वन्तर्न्यानजे हनामैनाम् इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसंयेदे वपानमनिन्दिषुः अन्यानामानि कृण्वते सुते स चाम् अन्यैरेणान् कन्या नामभिस्परत् इन्द्रो हरे यजुजे अश्विना रथम् बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत ऋभुर्विभ्वाजो देवाम् अगच्छत स्वपसो जिग्निजम् भागमयीतना निश्चर्मणो गामरिणीतधीतिभिर्याजरन्ताजुपशाता कृणोतना सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षतयुक्त्वा रथमुपदेवाम् अजातना इदमुदकम् पिबतेत्यब्रवीदनेदम् वाघा मुञ्जने जनम् सौधन्वना यदि तन्नेव हर्यथ तृतीये घासवने मादजाध्वै आपो भोजिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्निर्भोजिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत् वधर्यन्तीम् बहुभ्यः प्रैको अब्रवीदृता वदन्तश्च मसाम् अपिंशत श्रोणामेक उदकम् गामवाजति मांसमेकः पिंशति सोनजाभृतम् आनिमृचश्च कृदेको अपाभरत् किम् स्वित्पुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तृणम् निपत्स्वपस्वपस्य जानरः अगोह्यस्य यदसस्तना गृहेत दद्येदमृभवो नानुगच्छथ संवेल्य यद्भुवना पर्यसर्पत क्व स्वेत्ताद्या पितरा आव आसतुः अशपतयः करस्नम् व आददेजः प्राब्रवीत् प्रोतस्मा अब्रवीतना सुषुप्वाम् सर्ववस्तदपृच्छता गोह्यक इदन्नो अबोबुधत श्वानम् वस्तोबोधजितारमब्रवीत् संवत्सर इदमद्याव्यख्यत दिवायान्ति मरुतो भूम्याग्निरजम् वातो अन्तरिक्षेण जाति अद्भिर्जाति वरुणः समुद्रैर्युष्माम् इच्छन्तः शवसो न पातः. Cette conférence, c'était une conférence donc introductive au cycle que nous allons donner, au cycle sur le temps de séminaires et de conférences que nous allons donner au cours à partir de cet hiver. Donc il y a déjà 3 rendez-vous de prévus. Le 8 et 9 janvier, ce sera Temps et Jyotisha, à la recherche du temps propice. Donc c'est le lien entre le temps et l'astrologie. Le 26 et 27 février, Temps et Ayurveda, la recherche de l'équilibre. Et le 2 et 3 avril, Temps et Sanskrit, le langage du temps avec Vishwajit. Et le Temps et Ayurveda, donc ce sera avec Pragna, Revati et moi. Voilà.